Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours sur la défense nationale. Nous allons aborder dans ce cours plusieurs thématiques. D'abord la définition de la défense nationale, puis ses objectifs, comment elle s'organise et comment cela se traduit pour la marine nationale. Partie 1. La définition de la défense nationale. On retrouve dans ce titre deux termes, défense et nationale. En France, la politique de défense est définie par l'article L.1111-1 du Code de la défense. Elle a pour objet d'assurer l'intégrité du territoire national, la protection de la population contre les agressions armées. Elle contribue à la lutte contre les autres menaces susceptibles de mettre en cause la sécurité nationale. Elle pourvoit au respect des alliances, des traités et des accords internationaux et participe, dans le cadre des traités européens en vigueur, à la politique européenne de sécurité et de défense commune. Cette défense est dite nationale. En effet, dans son approche globale, elle ne concerne pas que les forces armées, mais toutes les administrations concernées par les ressources essentielles à la vie du pays. Fonction régalienne de l'État, la défense nationale est l'une des composantes de la sécurité nationale. Nous savons désormais ce qu'est la défense nationale, mais quels sont ses objectifs ? Partie 2. Les objectifs de la défense nationale. La défense nationale a 4 objectifs. Le premier, c'est protéger les intérêts fondamentaux du pays. Ces intérêts sont multiples. Il y a les intérêts de puissance, qui sont liés aux responsabilités internationales de la France en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et que pays doté de l'arme nucléaire. Il y a également les intérêts stratégiques, qui consistent principalement au maintien de la paix en Europe et dans les zones qu'il aborde, notamment autour de la mer Méditerranée, ainsi qu'à la préservation des conditions de l'activité et des échanges économiques. Enfin, il y a les intérêts vitaux, soit le maintien de l'intégrité du territoire national et de ses approches aéromaritimes, le libre exercice de sa souveraineté et la protection de sa population et de ses ressortissants à l'étranger. Le deuxième objectif de la défense nationale, c'est contribuer à la stabilité internationale. En effet, en tant que membre de la communauté internationale, la France entend faire prévaloir les valeurs de la démocratie ainsi que de solidarité entre les États, les écarts de prospérité étant source d'insécurité. Le troisième objectif de la défense nationale, c'est œuvrer dans un cadre européen. La France agit pour l'émergence d'une Europe forte tout en préservant le lien transatlantique. Enfin, le dernier objectif de la défense nationale, c'est pour la France s'inscrire dans une conception globale de la défense. Cette globalité est devenue d'autant plus nécessaire avec la prolifération des armes de destruction massive, nucléaires, radiologiques, bactériologiques et chimiques, la montée du terrorisme international, le développement des trafics, drogues, armes, êtres humains et la cybercriminalité. Nous avons vu quelle est la définition de la défense nationale et ses objectifs. Il s'agit pour nous maintenant de voir comment elle s'organise. Partie 3. Organisation de la défense nationale. L'organisation de la défense nationale dépend de la Constitution. En effet, celle-ci prévoit et régit l'organisation des pouvoirs en matière de défense entre le président de la République, le Premier ministre, le ministre de la Défense et les anciens combattants. La modification de la Constitution en 2008 a renforcé le rôle du Parlement, aussi bien en termes d'information et de proposition que de décision, et de contrôle dans tout le champ de la sécurité nationale. Le premier acteur de cette défense nationale est le président de la République. Le président de la République est le chef des armées, c'est l'article 15 de la Constitution. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Il décide l'emploi des forces et détient à cet effet la responsabilité et le pouvoir d'engager, le cas échéant, les forces nucléaires. Le second acteur est le Premier ministre. Il est le garant de l'action gouvernementale dans tout le champ de la défense et de la sécurité nationale. Il dirige l'application de l'ensemble des décisions prises en Conseil de défense et de sécurité nationale. Il dispose également de l'administration et de la force armée et assume devant le Parlement, avec les ministres concernés, la responsabilité des différentes politiques qui concourent à la sécurité nationale. On l'a vu, le Parlement a un rôle renforcé.
Celui-ci est associé à la définition de la stratégie de sécurité nationale. Les interventions extérieures des forces armées font l'objet d'une procédure d'information et pour une durée supérieure à 4 mois d'une autorisation par le Parlement. C'est l'article 35 de la Constitution. L'acteur suivant est le ministre des Armées. Celui-ci prépare et met en œuvre la politique de défense dont il assume, avec le Premier ministre, la responsabilité devant le Parlement. L'acteur suivant est le chef d'état-major des armées. Sous l'autorité du président de la République et du gouvernement, et sous réserve des dispositions particulières relatives à la dissuasion nucléaire, le chef d'état-major des armées est responsable de l'emploi des forces et assure le commandement des opérations militaires. Il a autorité sur les chefs d'état-major de chacune des 3 armées. En ce qui nous concerne, le chef d'état-major de la marine est un acteur clé de la défense nationale. Le décret numéro 2009-869 du 15 juillet 2009 prévoit que le chef d'état-major de la marine conseille et assiste le chef d'état-major des armées pour ce qui concerne la marine nationale. Sous son autorité, il assure la préparation opérationnelle des forces placées sous son autorité. Il est le responsable pour la marine du recrutement, de la formation initiale, de la discipline, du moral et de la condition des militaires. Nous savons désormais ce qu'est la défense nationale, quels sont ses objectifs et comment elle est organisée à haut niveau. Il s'agit pour nous maintenant de voir comment cela se traduit pour la marine nationale. Pour cela, pour assurer la défense nationale, la marine répond à 5 missions stratégiques. Partie 4. Les missions stratégiques de la marine. La première mission stratégique de la marine est le renseignement, c'est-à-dire collecter, analyser et diffuser les renseignements sur les situations maritimes mondiales. La deuxième mission est une mission de prévention. La prévention, c'est se prépositionner dans des zones d'intérêt stratégique pour disposer d'une capacité de gestion de crise immédiate et réaliser des missions de coopération. On peut ici citer en exemple l'opération Corymbe. La mission Corymbe est un dispositif naval mis en place en 1990 par la Marine nationale française, visant à assurer la présence permanente d'un bâtiment au moins dans le golfe de Guinée et au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest. L'une de ces missions est le propositionnement, appelé RESEVAC, opération d'évacuation de ressortissants. La Marine nationale se tient donc prête à évacuer les ressortissants français et européens résidant en Afrique de l'Ouest. C'est la prévention. La troisième mission stratégique est une mission d'intervention, c'est-à-dire déployer des unités de combat et de soutien à plusieurs milliers de kilomètres dans des délais brefs en vue de garantir les intérêts stratégiques de la France, de protéger ses ressortissants et d'assumer ses responsabilités internationales. On peut ici citer en guise d'exemple l'opération Irini, qui a pour tâche principale de mettre en œuvre l'embargo sur les armes imposé par les Nations Unies à la Libye et dans laquelle la marine a envoyé un avion de patrouille maritime ATL-2, un Falcon 50 et une frégate. On peut également citer l'opération Résilience lorsque la Marine nationale, après les fermetures des frontières dues au Covid, a envoyé ses porte-hélicoptères amphibies afin d'évacuer et rapatrier nos ressortissants restés à l'étranger. La quatrième mission stratégique de la marine est une mission de protection. C'est la protection des mers, le sauvetage, l'assistance aux navires, la lutte contre la piraterie, la pollution et les trafics. On peut ici donner comme exemple l'opération Atalante. Cette opération est connue dans le monde entier sous le nom Atalanta et c'est une mission militaire et diplomatique initiée par la France et mise en œuvre par l'Union européenne. Son but est de lutter contre l'insécurité dans le golfe d'Aden et l'océan Indien, une zone maritime menacée par des pirates qui partent des côtes somaliennes. Enfin, sa dernière mission stratégique est la dissuasion. La dissuasion, c'est protéger les intérêts vitaux de la France en maintenant en permanence un sous-marin nucléaire lanceur d'engins à la mer. Il y a 2 composantes à cette dissuasion. La première, nous venons de le dire, c'est la présence d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, c'est la force océanique stratégique. Et pour cela, la marine déploie une multitude de moyens pour protéger ses sous-marins. La deuxième composante est la composante aéroportée. Cette composante est composée des rafales marines embarquées à bord du porte-avions. C'est la force d'action navale nucléaire. Pour répondre à ces missions stratégiques qui elles-mêmes répondent aux objectifs de la défense nationale, la marine est divisée en 4 forces. C'est la 5e partie de ce cours. Partie 5, les 4 forces de la marine nationale.
La première force de la marine est la force d'action navale. La force d'action navale regroupe l'essentiel des bâtiments de surface basés en métropole et en outre-mer. Elle est placée sous l'autorité de l'amiral commandant la force d'action navale, plus communément appelée Alphan. L'état-major de cette force est situé à Toulon, avec 2 antennes, l'une à Brest et l'autre à Cherbourg. Avec environ 10 000 marins et 72 bâtiments, les forces de surface fournissent le cœur de la contribution de la marine aux missions de prévention et de projection. La deuxième force est la force de l'aéronautique navale. L'aéronautique navale regroupe les bases aéronautiques et l'ensemble des aéronefs en service dans la marine. Avions et hélicoptères embarqués, avions de patrouille et de surveillance maritime, d'entraînement et de liaison. Son commandement est assuré par l'amiral commandant la force de l'aéronautique navale, plus communément appelée Alavia, dont l'état-major est à Toulon. Cette aéronautique navale est composée d'environ 5000 marins et près de 200 aéronefs de combat ou de soutien. La troisième force est la force océanique stratégique. La force océanique stratégique, ou force des sous-marins, est divisée en 3 composantes. Les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, basés à l'île Longue, les sous-marins nucléaires d'attaque, basés à Toulon, et des stations de transmission spécifiques. Ces unités sont placées sous l'autorité de l'amiral commandant les forces sous-marines et la force océanique stratégique, plus communément appelée Alfost, dont l'état-major se trouve à Brest. Les forces sous-marines rassemblent environ 4000 marins, 6 sous-marins nucléaires d'attaque et 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Ces sous-marins nucléaires lanceurs d'engins assurent la permanence de la dissuasion nucléaire en emportant la composante océanique de l'arme nucléaire, le missile M45, bientôt remplacé par le M51. Les sous-marins nucléaires d'attaque sont dédiés à la dissuasion, la prévention, la projection et la protection. Ils sont aptes au déploiement lointain, aux missions de renseignement et aux interventions contre les menaces navales. Les futurs Barracuda, dont l'un d'entre eux est à l'essai actuellement, offriront une meilleure capacité de frappe dans la profondeur et permettront d'embarquer des forces spéciales. Enfin, la dernière force, la force des fusiliers marins et commandos marines. Cette force compte environ 2400 personnels, civils et militaires, répartis au sein de 16 unités implantées sur une dizaine de sites en France. Elle est articulée autour de 2 grandes composantes. La première, ce sont les fusiliers marins, qui sont les experts de la sécurité en charge de la protection et de la défense des différentes unités et sites sensibles de la marine. Les deuxièmes sont les commandos marines, qui sont les forces spéciales de la marine. Placé sous le commandement de l'amiral commandant la force maritime des fusiliers marins et commandos, plus communément appelé Alfusco, son centre de gravité est situé à Lorient, avec la base des fusiliers marins et des commandos, où se situe notamment l'état-major de la force, 6 des 7 unités commandos, et l'ensemble étant colocalisé avec l'école des fusiliers marins. Ce cours se termine ici. J'espère qu'il vous a permis d'avoir une meilleure vision sur ce qu'est la défense nationale et comment elle se traduit pour nos unités. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir.